Et effectivement, je vous le disais, dans nos titres de l'émission, on va vous emmener, alors pas dans le ciel, mais malheureusement peut-être plutôt au fond des mers, puisque les recherches sur le vol MH370, qui est vraiment peut-être, hein, on va en parler avec nos invités, le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation contemporaine, eh bien, ces recherches vont reprendre près de 11 ans après la disparition de ce Boeing 777 de Malaysian Airlines. Il y avait 239 personnes à bord. Mystère absolu, recherches qui vont reprendre. Et donc, on va en parler avec vous, notamment Benoît Bringer. Bonsoir. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Vous venez de réaliser la série documentaire MH370, La vérité disparue, qui est disponible sur la plateforme France TV. Une série en 6 épisodes sur cette disparition, je vous le disais, qui est absolument sidérante. Un mystère toujours 11 ans après. Et puis, on va évidemment aussi en parler avec vous, Gérard Felzer, visage bien connu de nos téléspectateurs. Vous êtes président d'Aviation sans frontières, expert en aéronautique, et vous avez passé une carrière entière derrière les commandes, en commandant de bord d'avions d'Air France notamment, parmi toutes vos activités aériennes. On va en parler. Donc, les recherches vont reprendre le 30 décembre par une société britannique qui s'appelle Ocean Infinity, reprise donc le 30 décembre. Est-ce que ça va apporter des éclaircissements? En tout cas, juste Benoît et Gérard, avant qu'on voit un premier extrait, comment vous avez réagi à cette nouvelle en apprenant que voilà, les recherches allaient à nouveau reprendre? Est-ce que ça reste aujourd'hui le mystère peut-être le plus inexpliqué? Oui, c'est certainement le plus grand mystère de l'aviation civile et peut-être même l'un des plus grands mystères de ce début de siècle ou de ce premier quart de siècle. Vraiment, je pense qu'il y a très peu d'équivalents où on se pose autant de questions sur un événement qui a marqué la planète, tout le monde en a parlé. Et c'est vrai que depuis 11 ans, il y a énormément de théories, on y reviendra peut-être après, énormément de questions et très peu de réponses. Et donc moi, finalement, la première chose, les premières personnes plutôt à qui j'ai pensé en apprenant la reprise des recherches, c'est aux familles, parce que j'en ai rencontré pour la réalisation du documentaire, beaucoup espéraient que ces recherches reprennent, parce qu'il faut le dire, sans ça, il n'y a vraiment aucune chance d'élucider un jour ce mystère. Et pour elles, c'est pas seulement un mystère, c'est avant tout de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Elles ne savent pas ce qui s'est passé dans cet avion, elles ne savent pas comment leurs proches sont morts, et elles ont besoin de cette réponse aussi pour pouvoir faire leur deuil. Gérard Felzer, vous savez, il y en a évidemment des disparitions et des mystères en aviation comme dans le maritime, évidemment. Voilà, on en a parlé sur ces plateaux. Ningesser et Colli, des recherches se poursuivent toujours. Mermoz, disparu dans l'Atlantique Sud. Saint-Exupéry, on ne savait pas exactement où. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Mais est-ce qu'il y en a de cette ampleur comparable? Non, vous l'avez dit, hein, Saint-Exupéry, Mermoz, ça fait quand même un paquet d'années. Donc, non. Surtout, on perd des bateaux en mer, on ne perd pas d'avions en l'air. Donc, il y a une première interrogation par rapport à ça. Moi, ce qui me rassure dans ces nouvelles recherches qu'on aborde bientôt, c'est qu'il y a quand même 70 millions de dollars à la clé et no fees, no find, c'est-à-dire on ne paye que si on retrouve quelque chose. C'est-à-dire que si l'entreprise britannique Ocean Infinity trouve quelque chose, elle est payée 70 millions. Exactement. Et si elle ne trouve rien, elle aura engagé. Et donc, je me dis que c'est quand même assez pragmatique. Les gens, ils ont certainement des billes. Ils ont amélioré leur système de recherche. D'ailleurs, c'est vrai parce qu'on est passé quand même de 120 000 km² à 15 000 km². Donc, on resserre et il doit y avoir certainement de bons éléments qui nous redonnent l'espoir, en effet, de retrouver les causes pour les familles. C'est quand même très important et pour nous tous, pour la société. Alors, recherche financée, enfin, on verra donc s'ils recevront leurs 70 millions, mais par le gouvernement malaisien. Et là, les recherches vont se concentrer, de ce que j'ai vu, plutôt au large de l'Australie. Hein. Oui. Donc, alors, on va voir au cours de notre débat, on va voir justement cette zone gigantesque, ça c'est quelque chose d'important. On va repartir depuis le début avec un premier extrait de votre documentaire, Benoît. 8 mars donc 2014, cet avion décolle de Kuala Lumpur en Malaisie, direction Pékin. Il y a 4 Français à bord, puisqu'on va voir notamment le père de famille qui, lui, n'était pas à bord et qui est donc survivant, qui a perdu quasiment toute sa famille, Guylain Watrelot. Et puis, on regarde ce premier extrait. Au début, évidemment, tout se passe bien. Et puis, la disparition. Les conditions étaient parfaites. Il n'y avait pas d'orage aux alentours. Une nuit sombre, mais une nuit calme. Et puis, un vol de routine.
l'avion monte, il reçoit tout de suite un ordre de changer un tout petit peu sa route. Et ça, c'est absolument banal. Et il fait sa montée en altitude tranquille, régulière, comme quasiment sur n'importe quel vol long courrier. Ça prend à peu près une demi-heure. Une fois que l'avion a atteint une certaine altitude, l'équipage a dû se préparer à distribuer les rafraîchissements et les repas. À 1h19, il est temps pour l'avion de changer d'espace aérien. Il va quitter à ce moment-là l'espace aérien malaisien pour pénétrer dans l'espace aérien vietnamien. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Le dernier message du pilote a été « Bonne nuit, Malaysia 370 ». 2 minutes plus tard, MH370 disparaît des écrans radars. C'est resté le dernier contact humain, la dernière voix du vol MH370 avec le monde. Benoît, avant qu'on demande à Gérard de nous éclaircir l'aspect technique là qu'on vient de voir, mais ce documentaire, donc c'est une série, 6 épisodes, c'est pas de la fiction, hein, c'est vraiment du documentaire. Ça a été un travail de quoi ? De récupérer toutes les archives en France, mais ça s'est pas beaucoup joué en France, notamment à l'étranger. Oui, ça a été un travail de 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu d'abord un long développement pour recueillir toutes les informations, pour rencontrer les victimes, pour les convaincre de parler. C'était pas évident parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été faites, des magazines, des reportages, des interviews dans les journaux, etc. Et donc il fallait les convaincre de s'exprimer une nouvelle fois sur quelque chose de très difficile. Et en même temps, il y a ce besoin de recherche de vérité qui était vraiment leur moteur et qui se disent c'est peut-être un documentaire, un projet de plus, mais peut-être que celui-ci va aider justement à pousser les gouvernements pour aider, pour continuer à poursuivre les recherches comme c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc voilà, rencontrer beaucoup de familles et puis comprendre cette histoire qui est vraiment tentaculaire parce qu'il y a énormément de rebondissements. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées après et qui ont créé beaucoup de mystères aussi. Il y a un avion, on en parlera peut-être après, mais un deuxième avion de la Malaysia Airlines, le même avion d'ailleurs, un Boeing 777 aussi, MH17. qui va tomber en Ukraine. Le MH17, quasiment 1 an après, cette fois, abattu par des forces pro-russes, par un missile solaire. C'est ça. Et voilà, oui. Et la Malaysia Airlines, d'ailleurs, qui a dû être renationalisée, parce que forcément, 2 crashs pareils... 2 crashs, ça n'arrive quasiment jamais en un écart si court, un temps si court. Donc voilà, il y a eu comme ça des choses derrière qui ont beaucoup interpellé les victimes, elles se posaient beaucoup de questions. Donc il fallait ramasser tout ce matériel, il fallait lui donner du sens, et il fallait aussi voir, moi ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que ça raconte sur notre époque, ce qu'elle rapporte sur l'homme, en fait. C'est-à-dire que face à un mystère, on savait qu'on n'allait pas trouver la réponse en s'engageant là-dedans. Ça faisait des années que les gens la cherchaient, les plus grands scientifiques, les plus grands experts. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment la société, comment les victimes, comment les hommes réagissent et vivent un tel mystère, justement, et avec cette difficulté, dans notre époque, de l'accepter. Cette époque où on a tout sur les réseaux sociaux, on a énormément de réponses. Est-ce qu'on peut accepter finalement ce qui est inexplicable ? C'est ce que j'allais vous demander, notamment Gérard, ce que vous disiez Benoît, c'est-à-dire on est dans une époque où aujourd'hui la technologie est telle que vous allez nous expliquer ça. Enfin, je veux dire, il y a des avions, que ce soit les avions, même des voitures, des montres connectées, téléphones, des enquêtes policières où on peut dire à quel endroit vous étiez, à quel instant vous êtes. Là, un avion aussi moderne qu'un 777, le plus gros avion de la gamme Boeing, un fleuron, c'est enregistré, c'est connu. Alors, on vient de voir dans le reportage là, à la fin de votre extrait, Benoît, on dit l'avion disparaît des écrans radars. Donc le commandant de bord malaisien dit bonne nuit, et donc il est censé passer sur le contrôle aérien vietnamien. On dit il disparaît des radars. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on change de zone aérienne, on coupe quelque chose. Lorsqu'on arrive à 5 ou 10 minutes de la frontière, on contacte la prochaine zone d'interrogation, de contrôle. Et en effet, quand il a quitté la fréquence de la Malaisie, il aurait dû contacter les Vietnamiens, ce qu'il n'a jamais fait. Donc c'est la première chose qui est vraiment très troublante.
pendant ce laps de temps, qui est trop long d'ailleurs, parce que les Vietnamiens n'ont pas réagi tout de suite. Ça a pris beaucoup de temps. Alors, ils auraient peut-être pu envoyer des avions de chasse. Enfin, c'est une des régions les plus surveillées du monde. Donc, il y a eu un premier écueil, une première interrogation en disant il a fait demi-tour, c'est peut-être qu'il a repris à la main, on ne sait pas. Et là, à la main, ça veut dire qu'il est plus en pilote automatique, c'est ça, ou que le pilote... on pilote à travers le pilote automatique, mais c'est pareil. Et là, juste quand on dit il disparaît des écrans radars, est-ce que c'est une formule comme ça, ou est-ce que réellement cet avion disparaît? Est-ce que ça veut dire une fois que la Malaisie dit OK, bonne nuit, au revoir, on vous met dans les mains des Vietnamiens, il est plus sur les radars malaisiens et il n'est pas encore sur les radars... Il n'est plus sur aucun radar à ce moment-là. Alors, il y a du radar primaire, malgré tout. Alors, radar primaire, c'est quoi? C'est d'habitude sur le scope du contrôleur, vous avez l'immatriculation de l'avion, son altitude, son cap, etc. Et ça s'est éteint d'un coup. Ça veut dire qu'on a coupé le transpondeur, volontairement ou pas. Alors, le transpondeur, c'est un petit appareil dans un avion oui. Qui est comme une espèce de balise et qui dit... voilà mon immatriculation, grosso modo, voilà où je suis et voilà qui je suis. Et ça a disparu. Et ça, le pilote peut le couper manuellement. On peut le couper manuellement. Donc, voilà. Et il y a aussi le fait que d'autres radars, civils ou militaires, ont ce qu'on appelle une reconnaissance visuelle, au radar en tous les cas, mais qui ne donne pas d'indication, ni sur son altitude, ni sur son cap, etc. Mais on l'a suivi pendant un bon bout de temps. C'est comme ça qu'on a reconstitué la trajectoire qui n'était pas celle prévue à l'origine. Alors justement, on va voir un deuxième extrait, parce que c'est là que, voilà, vous disiez, Benoît, en fait, c'est pour ça que c'est un tel mystère, un tel feuilleton, parce que le mystère s'épaissit au fur et à mesure. Donc un avion qui disparaît, malheureusement, on l'a déjà connu. On a reparlé du Rio-Paris il y a pas longtemps. Des accidents dramatiques arrivent, mais là, deuxième révélation qui va arriver, c'est qu'en fait, on va se rendre compte que l'avion a volé pendant très longtemps après cet arrêt de ce fameux transpondeur, cette balise dont vous parliez, Gérard Felzer. On regarde cet extrait et on en parle juste après. This morning, we did wake up to a big news story on this subject, what looked like a really big breakthrough on the ongoing mystery of what happened to Malaysia Airlines Flight 370. This morning, on the front page of the Wall Street Journal, in very big font, there was hope. Missing airplane flew on for hours, U.S. investigators say. The online version of that story was posted really early. As you can see, that's my... C'est un article qui affirme, je crois même dans son titre, que l'avion a continué de voler plusieurs heures après le dernier contact. Et donc c'est énorme, parce que le dernier contact, comme on l'a dit, c'est vers 1h20. Un avion, ça vole à peu près à 800 ou 900 km/h. Donc ça veut dire que si vous lui rajoutez 3 ou 4 heures de vol, le périmètre dans lequel il faut chercher cet avion devient immense. We know that it was going to go to Beijing. We know it had at least 7 hours of fuel on board. So if you took a string on a map and you went up to Beijing, if you drew that arc out there, that's where that airplane could be. 7 hours. It could be in Somalia. It could be in Yemen. It could be in India. They're talking about an area like this. It goes beyond India over there, past Australia, way down there. This would be an absolutely mind-blowing amount of territory. This is much, much bigger than the United States. Much bigger. You're talking about close to 20 million square miles, if our math is right. Mais là, tout à coup, ça ouvre un champ de possibles presque infini. On commence à se dire, l'avion, il est peut-être au Kazakhstan. Il est peut-être pas en Antarctique, mais presque. Ça change tout. C'était comme une révolution dans la couverture de l'histoire. Pour nous, ces informations-là, c'est vraiment l'espoir. Parce qu'on nous dit, l'avion, effectivement, on a perdu sa trace au bout d'1 heure, mais il a continué à voler. Et on n'a pas retrouvé de débris nulle part. Pour nous, ça veut dire, l'avion, il a vraisemblablement atterri quelque part. Donc ils sont vivants. Pas de preuve de crash, ils sont vivants. Donc en fait, très rapidement, enfin, je ne sais pas si c'est une espèce de défense, mais on se dit, non, ils sont pas morts, ils vont revenir. Gérard Felzer, juste avant qu'on voit à quel point les théories vont commencer à naître de ce constat-là, mais d'un point de vue technique, au pilote que vous êtes, donc un avion peut
peut continuer à voler pendant des heures, parce qu'il y a tout simplement, il y a un pilote automatique. Donc, imaginons même que les 2 pilotes à bord humains soient inconscients, morts, peu importe. Donc, l'avion, lui, il peut continuer pendant des heures. Jusqu'à l'extinction du carburant, plus de carburant, il devient planeur. Et là, c'est pas une situation d'avenir, hein, c'est sûr. Donc, je repense au témoignage de M. Waterloo qui est poignant, parce qu'il y a toujours un espoir quelque part, qui est insensé, mais il y a toujours un espoir. Quand les familles nous téléphonent en nous disant est-ce que ça aurait pu être évité, là, c'est une catastrophe, parce qu'on dit, alors là, on accuse la terre entière en disant vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Et si on leur dit c'est une fatalité, eh ben, c'est pas accepté non plus, et c'est tout à fait normal. Oui, parce qu'il y a des drames aériens, des catastrophes, où évidemment c'est innommable, insupportable à vivre pour les victimes, mais on peut dire, il y a eu un problème, le moteur s'est enflammé, une aile s'est décrochée, j'en sais rien, une erreur humaine, le pilote... Là, il y a pas, quoi. Et donc là, Benoît, c'est là que naît à la fois des théories et puis un immense espoir. Bah oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, ils passent par tous les états, ces familles de victimes. D'abord, tout de suite, on leur dit c'est bon, c'est mort. Ensuite, finalement, l'avion a continué à voler. Donc, effectivement, comme le dit Ghislain Waterloo, qui a perdu 2 de ses enfants et sa femme dans cette disparition, on reprend espoir. Donc, on peut imaginer la difficulté. Et puis, quelques temps après, ils vont apprendre qu'il a continué à voler, mais qu'en plus, il se serait dirigé vers l'océan Indien, parce qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent, ce qu'on appelle les ping inmarsat, c'est-à-dire des petits signaux qui sont envoyés depuis l'avion à des satellites et qui permettent d'à peu près dire où l'avion serait allé une fois qu'il a continué à voler. Et juste ça, c'est pas contesté que l'avion a volé effectivement pendant des heures. Ça n'a pas pu être... Alors, ça l'est pas certain, parce que, si vous voulez, il y a tellement peu d'informations quand même. C'est très mince tout ça, c'est très ténu, que finalement, on peut, en l'absence d'infos, on peut tout imaginer. Donc oui, Florence de Changy, qui est une journaliste française, qui est interrogée dans ce documentaire et qui a beaucoup travaillé sur cette affaire, pense qu'il aurait disparu à l'endroit, qu'il serait écrasé, ou en tout cas qu'il lui serait arrivé quelque chose à l'endroit où il a disparu, que ce demi-tour, que tout ça serait une machination en quelque sorte. Il aurait disparu à l'instant où le fameux transpondeur est coupé, c'est-à-dire ou quelques une heure après le décollage. Voilà, qu'il n'y aurait pas eu de demi-tour. À la frontière entre la Malaisie et le Vietnam. Exactement, ce qui est contesté par beaucoup d'éléments, mais quand même des éléments qui sont finalement pas si nombreux que ça, et puis surtout on n'a pas de preuves physiques, on n'a rien de matériel. Alors, juste, on continue le débat juste après le rappel de titre de Julia qui va nous rappeler l'actualité du jour, et on continue ce débat avec vous deux dans 2 minutes. Vladimir Poutine voudrait mettre fin à la guerre, assure Donald Trump ce soir. Le président américain évoque, je cite, une très bonne rencontre entre ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner et le président russe. Donald Trump qui n'apporte pas ce soir de précision sur la suite des négociations. Le journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison malgré sa demande de clémence devant la cour du tribunal de Tizi Ouzou. Christophe Glaise est resté digne, selon l'un de ses avocats, et il va continuer à se battre. Ce que j'ai à dire sur ce verdict, c'est qu'il suscite, chez les avocats comme chez la famille, de la consternation, de l'incompréhension et de la sidération. Dans le déroulement de cette audience, dans l'analyse des faits et des charges par le président, plus on avançait, plus on s'apercevait que le dossier était vide. Nous avons 8 jours pour inscrire un pourvoi en cassation. La décision, elle appartient à Christophe. Marine Le Pen et Sébastien Lecornu à Matignon pour discuter du budget de la sécurité sociale. La chef des députés RN a rappelé ses conditions. Pas d'année blanche et pas de hausse de la CSG sur les épargnants. Le groupe RN dit attendre avant de se prononcer pour le vote final. La sécurité autour des marchés Noël va être renforcée, annonce de Laurent Nunez. Dans un courrier adressé au préfet, le ministre de l'Intérieur évoque une menace terroriste très élevée et le fait que les marchés Noël restent, je cite, la cible d'actions violentes. Voilà pour les titres. Merci Julia. On reprend notre débat pour ceux qui nous rejoignent sur France Info à 22h32. On est depuis tout à l'heure sur ce débat, le plus grand mystère peut-être de l'histoire de l'aviation moderne en tout cas. Les recherches sur le MH370, cet avion de la Malaysian Airlines qui avait disparu le 8 mars 2014 avec 239 passagers à bord. Eh bien, ces recherches vont reprendre le 30 décembre prochain. Je vous le disais,
un mystère comme il n'y en a sans doute pas eu d'autres, en tout cas pendant longtemps dans toute l'histoire de l'aviation. On en parle sur ce plateau avec Benoît Bringer. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Vous avez fait un documentaire en 6 épisodes sur cette incroyable histoire et ce mystère. On voit les extraits de vos reportages dans cette émission. Et puis Gérard Felzer, toujours avec nous, président d'Aviation sans frontières, expert en aéronautique, commandant de bord à Air France pendant des décennies. On reprend le débat où on en était juste avant le rappel de titre de Julia. On disait que l'avion a continué à voler pendant des heures après toute perte de contact et perte radar. Je vous demandais, est-ce que ça s'est avéré ou est-ce qu'il pourrait même y avoir une manipulation là-dessus ? À mon avis, non, parce que le contrôle, la prestation qui est offerte par la compagnie Inmarsat transfère les données à l'escale suivante. C'est une compagnie de satellite qui suit l'avion. Absolument. Et donc, il envoie des signaux. Et avec ces signaux, on arrive à reconstituer à peu près la trajectoire de l'avion. Donc, apparemment, à moins que ce soit vraiment une non-évidence par rapport à certains, c'est crédible. Mais le pourquoi, ça, on est coincé là. Alors, vous me disiez, quand on était hors antenne, Gérard, que ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on avançait sur une piste avec un espoir, peu de temps après, cette piste était déçue. On revoit la carte du trajet de cet avion qui change brusquement de cap à partir du point rouge, là où on perd le contact. Et bien après, pendant des heures, a priori, il va voler pendant des heures avec cette espèce de zigzag un petit peu bizarre. Et donc finalement, on se dit, l'avion s'est abîmé en mer, dans une zone gigantesque. On va entreprendre des recherches sous-marines. On regarde un troisième extrait de votre documentaire, Benoît, sur ces recherches en mer. Et puis vous m'expliquez tout cela derrière. On devait se concentrer sur la zone présentant la plus forte probabilité de retrouver l'appareil. Malheureusement, on n'a trouvé aucun débris pouvant provenir du MH370. Mais quelques jours après le début des recherches sous-marines, on a détecté des fréquences identiques, ou en tout cas proches de celles des boîtes noires de l'avion. Il y a eu beaucoup d'effervescence à bord de l'Ocean Shield à ce moment-là. The towed pinger locator deployed from the Australian defence vessel Ocean Shield has detected signals consistent with those emitted by aircraft black boxes. Clearly, this is a most promising lead, and probably in the search so far, it's probably the best information that we have had. Back now with tonight's breaking news. Australia's Prime Minister Tony Abbott says he is, quote, very confident the signals they've picked up are from the black box. And we are very confident that the signals that we are detecting are from the black box on MH370. Ladies and gentlemen, the new developments over the last few hours has been the most promising lead we have had. Malheureusement, ça n'a rien donné. Malgré les recherches menées dans la zone avec un sous-marin autonome, on n'a rien trouvé. Il s'est avéré que c'était un dysfonctionnement de notre équipement. Ce n'était pas ce qu'on cherchait. Ce que vous me disiez, Gérard Felzer, piste prometteuse ou Benoît, et à chaque fois, espoir déçu. Donc là, on voit des recherches sous-marines, peut-être du même type que celles qui vont être reprises là dans quelques semaines, le 30 décembre prochain. Mais vous me disiez, Gérard, il faut expliquer à nos téléspectateurs, parce que ce sont des recherches sous-marines à des profondeurs colossales. Et un avion, c'est quoi ? C'est minuscule, en fait. Oui, absolument. Donc, cette société est spécialisée dans la robotique sous-marine. Ocean Infinity, là. Avec
un savoir-faire évident parce qu'ils ont retrouvé 6 épaves. Donc, ils ont fait leurs preuves. Et puis, la cartographie du fond s'est nettement améliorée. Donc, ils ont quand même des éléments qui se conjuguent pour aller vers une zone beaucoup plus conscrite. On a étudié les courants, etc. Et là, on espère qu'ils vont retrouver les boîtes noires. Les boîtes noires, c'est quoi? C'est l'enregistreur de conversation, c'est très important. Il y a un petit micro dans le cockpit et qui peut déterminer tous les sons, les interrupteurs, etc. et savoir s'il y avait quelqu'un d'autre que les 2 pilotes dans le cockpit. Ça va lever un certain nombre d'hypothèses qui n'auront plus cours alors. Donc, alors, nos téléspectateurs entendent souvent parler malheureusement de boîtes noires dans des crashs aériens, mais boîtes noires là, si ça fait 11 ans que l'avion est à des milliers de mètres sous l'eau, elles auraient tenu le coup, ces boîtes noires? C'est quand même prévu pour. On a notamment au BEA, le Bureau Enquête Analyse, des compétences extraordinaires pour déchiffrer ce qui semblerait inaudible a priori. Mais on est très fort en France pour ça. Le BEA, il est mondialement connu. Et là, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va pouvoir exploiter si on retrouve. C'est en numérique, c'est pas les vieilles bandes magnétiques qu'on avait à l'époque. Donc ça résiste et c'est fait pour résister à des profondeurs insensées comme celle-là. Benoît, donc ces recherches, donc à l'époque, on revient à toute cette série d'espoirs déçus. Là encore, le mystère s'épaissit et les familles, c'est épouvantable, sont entre espoir, complètement méconnaissance absolue. C'est dur. Oui, c'est très dur. Effectivement, elles suivent ces recherches. On en parle beaucoup à la télé. Il y a une première étape avec la technologie a beaucoup évolué depuis, mais juste après la disparition, c'était avec des sons, des choses peut-être plus simples. Maintenant, Ocean Infinity envoie des sortes de drones sous-marins qui n'étaient pas disponible à ce moment-là parce que tout évolue très vite dans ce domaine-là. Donc elle suivait et puis elle ne voyait rien arriver, mais on voit qu'à un moment on entend quelque chose, on se dit il y a un signal, c'est peut-être une boîte noire, c'est ce qu'on voyait dans l'extrait tout à l'heure. Donc là, tout le monde reprend espoir et non, on se rend compte que c'est juste un artefact, c'est-à-dire en gros un petit problème dans la machine qui crée un son parasite. Donc il faut voir, c'est des montagnes russes émotionnelles qui sont terribles. Mais la zone de recherche, effectivement, est immense. C'est-à-dire que je pense que c'est difficilement imaginable de trouver un avion dans cette zone de recherche. On a très peu d'informations, donc difficile de savoir exactement où c'est. Et puis, ce sont des fonds qui descendent jusqu'à 4000 mètres de profondeur, 4000, 5000 mètres. C'est comme des montagnes sous l'eau. On compare ça, c'est aussi profond que le Grand Canyon. Donc, c'est extrêmement compliqué à cartographier. Ce sont des failles, en fait, des failles à cet endroit-là. C'est même 5 fois le Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'est à peu près... c'est 1000 mètres. Oui, je crois que la comparaison avait été faite à certains endroits. En tout cas, c'est très profond. Et puis, ce sont des mers qui sont rugissantes. C'est un endroit sur le globe où la mer est très, très difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, que les recherches avaient déjà commencé à l'hiver dernier à être entreprises et ont été interrompues parce que l'hiver austral est trop difficile. Et là, on reprend en fin décembre parce que le temps est plus clément et donc on espère pouvoir y aller plus facilement. Aussi. Et l'équipement à bord de ces bateaux, c'est 10 à 20 drones autonomes. Donc, ils vont attaquer en meute pour quadriller un territoire beaucoup plus large que ce qui s'était fait avant. Et est-ce qu'au bout de 11 ans, enfin, vous n'êtes pas forcément des spécialistes des fonds marins, mais est-ce qu'au bout de 11 ans, je ne sais pas, avec les sédiments au fond de la mer, est-ce qu'on retrouve encore Vous me direz, on a bien retrouvé l'épave de... Je parlais de Saint-Exupéry, on a fini par la retrouver en 1944. Oui. Mais peut-être pas cette profondeur-là quand même. Il y a une masse métallique qui est quand même très importante. Donc, on espère quand même qu'on aura un retour par rapport aux infrasons qui sont émis par les robots. Alors, on va voir un 4e extrait de votre série, Benoît. Donc, il y a ces recherches qui sont entreprises. Espoir déçu, elles ne donnent rien. Et puis, on commence à trouver des débris commence à apparaître sur certaines côtes, notamment d'Afrique de l'Est. Et puis, il y a notamment un Américain, qui découvre plusieurs débris. Vous racontez son histoire dans votre série, Benoît. On regarde, on voit cet Américain-là, et puis aussi les doutes qui commencent à naître, notamment chez Guylain Watrolo, ce père de famille français. An American tourist found the piece over the weekend on Mozambique's coast. Un débris d'avion vient d'être découvert sur une plage du Mozambique. It has no step
on it, as is written on many aircraft wings. The piece is about just under a meter long, and it was found in Mozambique by this American tourist, Blaine Gibson. Je suis ensuite allé à Madagascar. Et j'ai trouvé un débris. Il s'agissait d'un panneau de l'aile droite. J'ai également mis la main sur un encadrement d'écran. This could be, if it's from the plane, the monitor screen on the seat in front of you. Blaine Gibson has found 13 pieces of wreckage he believes are from the lost Boeing 777. Alors Blaine Gibson, c'est quelqu'un d'extrêmement efficace parce que dès qu'il va sur une plage, il lui faut 10 minutes pour trouver un débris. Et bizarrement, ce gars-là, quand il découvre un débris, toutes les télés sont là. Donc ça fait énormément de bruit. Pour moi, Blaine, il est clairement missionné par la CIA auprès des familles. Oui, c'est évident. Bon, je peux paraître dingue quand je dis ça, mais pour moi, c'est une évidence. Alors là, c'est intéressant à ce stade de votre série, Benoît, parce qu'on sent on commence à basculer vers autre chose. Je précise pour nos téléspectateurs, Guylain Wattrelos, ce père de famille français endeuillé, alors évidemment, il est bouleversé par la perte de sa femme et de 2 de ses enfants, et de la petite amie de son fils, je crois. Donc, mais c'est pas un complotiste hurluberlu, c'est un chef d'entreprise qui a la tête bien posée sur les épaules. Peut-être que le chagrin peut expliquer certaines choses, mais enfin, c'est pas un complotiste qui dit ça à la base. Sur ces pièces qu'on retrouve, vous me disiez, Gérard, on a retrouvé une dizaine de pièces. Oui, au Mozambique, c'est la Réunion. Normal dans le cadre d'un crash d'avion. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que un avion, c'est constitué à peu près de 1000 pièces détachées, si j'ose dire. Et les compagnies Boeing et Airbus les assemblent ensuite. Et elles sont normalement numérotées. Donc, on peut retrouver l'origine et d'être à peu près sûr que ce flaperon, un aileron un petit peu particulier, provient bien de l'avion. Non, sans compter, j'imagine, les sièges, oui, là, ça absolument. fait plus que 1000 avec les sièges, les bagages, absolument. Des passagers. Dans le Rio Paris, on a vu plein d'objets flottants sur la mer. Ici, rien. Avoir un seul ou même une dizaine d'objets, ça paraît surprenant, en effet. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces débris sont retrouvés quasiment un an après, les premiers en tout cas, sont quasiment un an après la disparition. Donc c'est vrai que ce temps très long aussi... Je me rappelle cette histoire où c'est peut-être les courants qui les emmenaient... C'est ça. Alors effectivement, c'est ce qui permet de remonter d'ailleurs à l'endroit où pourrait se trouver l'avion. C'est se dire, si on calcule les courants, ce qu'ont fait des océanographes, par exemple le flaperon qui est arrivé à La Réunion, qu'on a retrouvé à La Réunion, d'où il viendrait. C'est comme ça qu'on essaye c'est une des façons de retrouver l'endroit, le lieu du crash de l'avion. Mais ils arrivent un an après, donc là aussi ça pose des questions. Pourquoi ils arrivent maintenant ? Pourquoi ils arrivent si loin ? On est tellement loin du lieu de la disparition officielle, là où les radars sont coupés, c'est-à-dire en mer de Chine du Sud. Ça paraît complètement invraisemblable. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être dans une série à ce moment-là et où des doutes sont émis par les familles de victimes. On est sûr que ce sont bien les pièces de l'avion. Il n'y en a que 10, mais est-ce qu'on est sûr que ce sont bien les pièces de l'avion ? Alors, sur les 10, on en a 2 sur lesquels on est vraiment sûr. Les autres, ça peut être interprété. Il faut savoir qu'il y a une enquête judiciaire en France qui a été, parce qu'il y a des victimes françaises, qui a été ouverte, qui a été menée. Et le flaperon a été retrouvé à l'île de la Réunion, donc en territoire français. Et donc, il a été ramené à Paris et expertisé à Paris. Et donc, au final, l'enquête judiciaire française a conclu qu'il s'agissait bien d'un élément de l'avion. Mais certains le remettent en question, certains journalistes, etc. Il se trouve que sur l'avion, il y avait normalement un numéro de série qui, lui, a disparu. Donc, effectivement, à chaque fois, les théories du complot naissent souvent de petits éléments comme ça qu'on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi pile le numéro de série de ce flaperon disparaît. Ça reste encore un mystère. Donc, c'est cet amoncellement de mystères qui fait qu'au final, les familles de victimes, faute de réponse, peuvent tout imaginer. Et donc, on va arriver au dernier extrait qu'on va diffuser de votre série. Mais bon, évidemment, je précise et je le redirai à nos téléspectateurs d'aller voir justement votre série documentaire en 6 épisodes sur la plateforme France TV. Vous parliez des théories qui naissent. Il va y en avoir beaucoup. Et elles sont étayées parfois par des gens. On va revoir dans votre extrait de documentaire une journaliste du Monde.
c'est pas une complotiste en puissance, et journaliste émérite au Monde, qui lève des doutes. Et puis, une thèse parmi d'autres, on va la voir dans l'extrait de reportage, une cargaison suspecte qu'on aurait voulu faire disparaître. On parlera des autres hypothèses de ce mystère juste après l'extrait. On regarde. On peut imaginer qu'il y ait eu une tentative d'interception de cette cargaison hautement problématique. Qui se serait passé au moment du changement d'espace aérien, donc entre l'espace aérien malaisien et l'espace aérien vietnamien? D'après moi, le désastre a lieu à ce moment-là. Le désastre, c'est la fin catastrophique, façon ou d'une autre, du vol MH370. Dans mon hypothèse, le plan A, c'était pas la destruction de l'avion. Le plan A, c'était simplement de récupérer cette cargaison. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est un plan B qui a mal tourné. Donc moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée avec certitude, c'est que le crash dans l'océan Indien et l'ensemble de la version officielle, commencé par le demi-tour et le survol de la Malaisie, etc., est une fabrication. Bonsoir Florence de Changy. Bonsoir. Votre hypothèse, c'est que le Boeing 777 de la Malaysia Airlines aurait eu à son bord une cargaison extrêmement sensible, qu'on n'aurait pas souhaité, côté américain, que cette cargaison arrive en Chine. What has been told is nonsensical, it is not credible. Personnellement, je ne crois pas une seconde que cet avion soit tombé là où on cherche. Je ne vois aucune raison pour qu'il soit là-bas. Et d'ailleurs, on ne nous a jamais donné de raison expliquant pourquoi l'avion était là-bas. C'est un secret d'État gardé au plus haut niveau. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a donné l'ordre de faire disparaître ma famille. Je me suis souvenu d'un amiral malaisien qui m'avait dit « Vous savez, Florence, il n'y a qu'une façon de disparaître un radar, c'est d'exploser. » Benoît, sur cette théorie, donc mystérieux chargement à destination de la Chine, chargé à Kuala Lumpur, on aurait voulu faire disparaître. Encore une fois, je le redis à nos téléspectateurs, la journaliste du Monde, c'est pas une hurluberlu. Oui, elle s'est penchée dans les éléments de l'enquête malaisienne et effectivement, il y a cette cargaison d'objets électroniques qui, avant d'entrer dans l'avion, dans les soutes de l'avion, n'est pas scannée. C'est indiqué dans le rapport d'enquête. Bon, visiblement, la cargaison était trop importante pour être scannée. Et donc, Florence de Changy émet des doutes. Une cargaison qui arrive escortée à l'aéroport. Escortée parce qu'elle vient d'un entrepôt qui n'est pas à Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Et au moment où elle arrive, habituel. voilà, elle passe pas par un scanner. Donc on n'a pas vérifié. On l'a certainement vérifié manuellement, mais on l'a pas scanné. C'est indiqué dans le rapport. Et donc Florence de Changy se pose la question pourquoi elle n'est pas scannée et pourquoi elle est escortée. On peut répondre avec plein d'éléments. On peut dire que c'est une cargaison qu'il ne devait pas être volée sur le chemin, donc elle était escortée, qu'elle était effectivement trop grosse, mais peut-être qu'elle a été inspectée et scannée au départ de là où elle venait. Voilà, il y a certainement plein d'éléments pour répondre à ça, mais en tout cas, ça pose des questions si on va chez cette journaliste. Il nous reste une minute, Gérard Felzer. Je sais que vous n'allez pas nous donner la vérité derrière ce mystère, mais est-ce que ces théories-là, certaines vous paraissent plus crédibles ou logiques techniquement que d'autres? Aujourd'hui, il y a des hypothèses, il y a des contre-hypothèses qui annulent ces hypothèses, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc non, j'ai pas de réponse et pas de préférence par rapport à ça. Ce qui m'étonne, c'est que d'après la théorie, on aurait eu une attaque et on aurait descendu l'avion, il y aurait eu des milliers de pièces détachées qu'on n'a jamais retrouvées. Donc débris, une explosion. Absolument. Et une explosion, ça se voit sur un radar? Non, ça se voit pas sur un radar. Il y a le radar primaire des militaires, oui, peut-être. Les radars civils, non. Bon, le mystère, évidemment, on n'allait pas le résoudre ce soir. Je vous recommande vraiment, vous qui nous regardez, cette série documentaire en 6 épisodes réalisée par Benoît Bringer ici même. MH370, la vérité disparue, disponible sur toute la plateforme France TV. Dans quelques instants, le journal Météo Climat à 23h. Vous retrouvez Julien Benedetto. À demain pour un nouveau Sur le terrain.